tout le monde, bienvenue dans ce live concernant 205 Live NXT UK et SmackDown. Comment ça va vous aujourd'hui? Moi ça va très bien, je suis très content de vous retrouver pour ce live. Tout simplement pour ce live. Comme vous le savez, c'est le dernier show du mois, donc on va faire le stage du mois de février en plus du bilan des émissions d'aujourd'hui. Non, bah merci beaucoup Freya the Succubus pour l'abonnement. Ce qu'on va faire, c'est que je vais, alors comme vous le savez, vous pouvez voir les replays de ces émissions-là sur la chaîne YouTube Statch, pas sur Linksoft, sur Statch. Ce que je vais faire, alors, j'ai eu plusieurs... C'était fantastique, parce que quand j'ai commencé à mettre les replays, on m'a dit, une façon d'améliorer tes lives, ce serait de virer les parties du tableau, parce que ça casse le rythme. J'ai viré les parties du tableau, j'ai aussi viré les questions, parce que je me suis dit, comme ça, on se focalise sur les résumés des shows. Et les seuls retours que j'ai eu depuis, c'est il est où le tableau? Vous voulez voir le tableau? Et du coup, c'est très compliqué. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je pense que les gens qui veulent voir le tableau, s'ils veulent voir le tableau, ils peuvent venir voir le tableau sur Twitch. Je ferai un replay séparé pour le stage de février. Donc, vous, là, pendant ce live, on va faire 205 Live NXT UK et SmackDown et le stage de février. Sur YouTube, ça sera 205 Live, les questions sur 205 Live. Donc je vais laisser les questions sur le replay. Je vais juste virer les parties du tableau sur le replay. Je pense que c'est un bon équilibre. Voilà. Et je couperai tout ça du replay parce que là, on est entre nous. Je vous explique comment ça marche. Et je pense que ça se fera très bien. Je pense qu'on est sur quelque chose de fluide finalement. 205 Live a commencé avec un match Mansoor et Kurt Stallion contre Ever Rise. Au milieu du match, évidemment, les Bollywood Boys viennent apporter leur soutien à Ever Rise. J'ai pas mis les noms de Ever Rise et des Bollywood Boys parce que c'est pas eux qui sont intéressants là en l'occurrence parce que bon, ils perdent. Voilà. Ever Rise et les Bollywood Boys, c'est les jobbers, ils perdent. Ce qui est intéressant par contre, c'est le fait d'avoir Kurt Stallion et Mansoor faire équipe, ça commence à donner une sensation de main event à 205 Live, c'est-à-dire que il y a un main event de 205 Live et ça me renvoie peut-être un peu avec nostalgie, je ne sais pas, à cette époque où il y avait Mustafa Ali, Cedric Alexander et Buddy Murphy au sommet de la chaîne alimentaire de 205 Live. J'ai bien envie qu'on revienne à ce genre de construction où il y a une différence de palier, où il y a des rivalités qui vont quelque part. En fait, c'est surtout ça qui me manque à 205 Live. On va plus en parler tout à l'heure dans le main event, mais c'est ça qui me manque à 205 Live, c'est que ça aille quelque part. Après le match, évidemment, les Ever Rise et les Bollywood Boys se sont engueulés parce que les Bollywood Boys ont glissé le clap à l'intérieur du ring en disant à Ever Rise, allez-y, servez-vous-en, ça vous permettra de gagner devant l'arbitre. L'arbitre dit, ah bah non, si vous en servez, ça va vous servir à perdre parce que vous êtes disqualifié. Et donc Chase Parker, l'un des deux Ever Rise, dit, ah bah oui, j'ai pas envie d'être disqualifié, tiens, je te le rends. Et pendant qu'il le rendait, Mansoor l'a surpris avec un Oklahoma Roll, je crois, pour remporter le match. Tout simplement. J'ai mis un B à ce match-là parce qu'il était chouette. Ever Rise, ils sont toujours marrants. Ils sont toujours marrants, donc c'est toujours une bonne chose. Et je vous dis, j'aime bien cette sensation de me dire, ok, Mansoor et Kurt Stallion, ils sont vraiment protégés au sein de la division poids léger. Donc ça, c'est cool. Et ensuite, on a eu le main event de Auguste Grey contre Tony Nese avec Arya Daivari. Au début du match, Auguste Grey fait remarquer, mais dis donc, vous êtes deux, moi aussi, j'ai du renfort. Et Jake Atlas est arrivé. Voilà, donc j'ai eu beaucoup de mal à m'intéresser à ce match et je vais vous expliquer pourquoi très très vite. 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, 5 semaines. 5 semaines... Wow, on va s'arrêter là. On va s'arrêter à 4 semaines. Il y a 4 semaines, nous avions Jake Atlas contre Auguste Grey contre Arya Daivari. Il y a 3 semaines, nous avions Daivari et Tony Nese contre les Bollywood Boys et Jake Atlas contre Auguste Grey avec Daivari et Nese. Il y a 2 semaines, nous avions eu
Tony Nese contre Jake Atlas avec Arya Daivari. Et la semaine dernière, nous avions Auguste Grey contre Arya Daivari avec Tony Nese. Et donc cette semaine, Auguste Grey contre Tony Nese avec Arya Daivari et Jake Atlas. Alors, toutes les branches de la WWE ont tendance à se répéter, ont tendance à nous proposer souvent les mêmes matchs. Le truc, c'est que ce show-là, il dure une demi-heure, il y a 2 matchs. Et pour tous les autres shows de la WWE, il y a une date butoir, il y a le PPV. Je sais qu'on construit vers le PPV, vers le match, la rivalité va quelque part. Souvent, c'est un peu flou, mais ça va quelque part. Que là, j'ai vraiment l'impression d'être dans les limbes, quoi, d'être... et vous allez avoir le même match, toujours, encore et encore, jusqu'à ce qu'on sait pas, jusqu'à ce que quelqu'un arrête de regarder 205 Live. Voilà, c'est un peu le reproche que je ferai à ce show-là. J'ai mis C+ à ce match, mais voilà, on est sur pas mal d'ennuis à 205 Live et c'est un peu dommage parce que je pense qu'ils ont moyen de faire des trucs très très bons. Et on va passer à NXT UK. Je vous rappelle que si vous voulez me poser des questions ou m'envoyer un message ou communiquer votre opinion au sujet d'un show ou avoir plus de détails, j'en sais rien, si vous avez quoi que ce soit à dire, vous pouvez mettre votre message en avant pour 500 cloches en utilisant la fonction qui se trouve sous le chat. Et c'est parti pour NXT UK. Le show s'est ouvert sur Nina Samuels contre Xia Brookside. J'ai bien aimé parce qu'on a commencé le show avec un match avec des enjeux, puisque celle des deux qui perdait le match devait devenir l'assistante personnelle de son adversaire. Et évidemment, si vous n'avez pas suivi, c'est pas évident, mais tout l'enjeu du match, c'est que Nina Samuels estime que Xia Brookside n'est bonne qu'à porter ses valises, et du coup, voilà, c'est elle qui a voulu cette stipulation-là. C'était un peu couru d'avance qu'elle allait perdre, du coup, parce que bon, il n'y a aucun intérêt à faire gagner la méchante dans ce genre de truc. Et ça n'a pas manqué, Xia Brookside a gagné le match. Le match, il s'est tiré dans le pied tout seul, parce que à un moment donné, je parle fort parce qu'il y a Mumus qui est en train de patouner, il va falloir que j'aille lui ouvrir. À un moment donné, elles étaient toutes les deux en train de se faire décompter à l'extérieur, et notamment Nina Samuels a renvoyé Xia Brookside dans ses valises qu'elle avait apportées aux abords du ring. Et Samuels a ramené Xia Brookside dans le ring, parce qu'elle voulait pas qu'il y ait un double décompte à l'extérieur, elle voulait la battre, elle voulait faire d'elle son assistante personnelle. Et j'ai bien aimé ce truc-là, parce que c'est un peu une lâche, Nina Samuels, c'est-à-dire qu'en temps normal, ça la gênerait pas de perdre un match par décompte à l'extérieur ou de gagner un match par décompte à l'extérieur. Là, c'était hors de question. Là, elle voulait gagner. Ce qui me pose problème du coup pour la fin, puisque à la fin, Nina Samuels demande à son assistant personnel, donc qui était là avec ses valises, de lui passer la pochette dont elle s'est servie pour tricher et gagner contre Xia Brookside la dernière fois, souvenez-vous. Il refuse de la lui donner. J'ai pas compris pourquoi, parce que ça a mené à rien. C'est pas genre... c'est la dernière fois que tu me parles comme ça, et il partait ou quoi, ou son assistant personnel lui met une claque, ou j'en sais rien. Il s'est rien passé du tout, il a juste dit non, et du coup Nina Samuels a pris sa poche toute seule. Elle va chercher sa pochette devant les yeux de l'arbitre, et elle essaye de frapper Brookside avec. Si elle mettait le coup, elle avait perdu, et elle devenait l'assistante personnelle de Brookside. Bon, bah ça c'est raté par exemple au niveau des motivations des personnages. Mais Xia Brookside l'esquive et lui fait un roll-up pour remporter le match. Et donc du coup Nina Samuels devient son assistante personnelle. Je pense qu'elle a gagné la pire assistante personnelle du monde. J'ai mis B- à ce match-là. Mais voilà, le match était bien. Enfin, le match était bien. Voilà. J'ai pas grand-chose à dire de plus sur le match. Il était bien. Hop là. Ensuite, on a une vidéo de Trent Seven qui continue d'essayer de perdre du poids pour passer sous la barre des 93 kg pour pouvoir affronter Jordan Devlin pour le titre poids léger. J'adore cette histoire. Mais cette histoire me met dans une position vraiment nulle parce que je veux absolument voir Trent Seven gagner. Parce que tout l'intérêt, toute l'histoire de son personnage, c'est qu'il cherchait quoi faire. Il en avait marre de perdre, il cherchait un nouveau défi, il cherchait un sens à sa carrière. Et il s'est dit... parce qu'il avait un peu de bedaine, il s'est dit je vais perdre du poids, je vais passer sous la barre des 205 livres et je vais affronter Jordan Devlin pour le titre Cruiserweight.
Et là, on le voit en train de courir avec ses, avec ses deux chiens qui sont très mignons. Bref, j'ai beaucoup aimé ce petit segment. Et je connaissais pas l'expression anglaise « The juice is worth the squeeze ». Et je trouve ça trop cool comme expression. En français, on dirait le jeu en vaut la chandelle, mais ça communique pas du tout la même idée parce que the juice is worth the squeeze, c'est vraiment t'as l'effort du squeeze. C'est le jus en vaut la pression, quoi, si vous voulez. Alors que le jeu en vaut la chandelle. Si vous l'ignoriez, l'expression, il me semble, je dis peut-être une connerie, j'ai pas pensé à vérifier. Il me semble que l'expression vient du fait que les représentations de pièces de théâtre, ça coûte cher, notamment parce qu'il faut éclairer la salle avec des chandelles. Et une critique qu'on faisait aux pièces de théâtre, c'était, quand elles étaient bonnes, que le jeu d'acteur seul valait le prix des chandelles. Le jeu en vaut la chandelle. Ensuite, on a eu une petite séquence en backstage avec Sam Gradwell qui continue de provoquer Ilya Dragunov. Ilya Dragunov qui est passé en mode... qui a un bouton berserk maintenant sur lui. Bouton berserk qui se situe en haut du dos. Si tu lui mets un backhand chop, donc une claque comme ça avec le tranchant de la main, enfin le tranchant avec le 3/4 de la main, là, cette partie-là, clique comme ça, en haut du dos, il devient fou et il te tue. Mais oui, tout à fait. C'est qui a fait bien? Je crois que c'est Mimi qui a fait bien. Bon. Et donc Sam Gradwell a provoqué Ilya Dragunov dans un match. Sam Gradwell va décéder. Ah là là, quelle tristesse d'apprendre le trépas d'un homme aussi jeune. Ensuite, on a Bayley Matthews, qui est un petit nouveau, qui fait un peu Kenny Omega du pauvre. Bayley Matthews, donc, qui est un petit nouveau, qui était sur le ring. Donc évidemment, comme c'est NXT UK, je me dis... ok, il y a un catcheur qui n'a pas eu d'entrée sur le ring. Contre qui il va perdre? Tyler Bate. Voilà. J'ai écrit chouette, j'adore Tyler Bate. Tyler Bate. Le match était nettement meilleur qu'il avait besoin d'être. Il a vachement mis en avant Bayley Matthews et c'est cool parce que bah, voilà, ils l'ont présenté comme le petit nouveau. Il vient d'arriver à NXT UK, donc vas-y, fais tes preuves contre... l'un des meilleurs éléments de NXT UK. Je pense qu'après Walter, c'est Walter qui est l'actuel champion de NXT UK, c'est le meilleur catcheur de NXT UK, Tyler Bate. Donc évidemment Tyler Bate a gagné, mais il s'est bien battu le petit père. Donc ça a été un bon match. Je lui ai mis B. Le truc c'est Tyler Bate est dans l'attente de son prochain défi. Il a demandé au général manager de NXT UK de lui proposer un défi, de le tester, quoi. La semaine prochaine, il affronte Dave Mastiff. Je pense que son prochain défi, son vrai gros défi, ça sera Rampage Brown. Et j'espère que Tyler Bate va gagner, parce que j'aime pas la gimmick d'invincibilité de Rampage Brown, ça... J'aime pas. Ensuite, on a eu une petite vidéo très sympa. Je vais lire ce que j'ai écrit parce que je vais oublier des détails. Donc on a un catcheur qui va faire ses débuts, mais il n'a pas encore de nom. J'ai trouvé son nom sur la scène indépendante, c'est comme ça que j'ai entré son nom sur mon tableau, mais je respecte le personnage. On n'a pas donné son nom, il n'a pas de nom. Il raconte qu'il a grandi dans un quartier pauvre en Allemagne où il fallait soit de l'argent, soit des amis pour s'en sortir, et qu'il n'avait aucun des deux, et qu'il s'est donc promis qu'on le craindrait. La vidéo se termine par « À suivre » écrit en allemand, puis en turc, puis en anglais. Je suis intrigué. C'est donc si j'ai bien compris, c'est donc un immigré turc en Allemagne qui fait ses débuts à NXT UK prochainement. Ils ont réussi à m'intriguer. Je me dis d'accord, je te prends au sérieux, pas de souci. Ensuite, on a une interview de Joseph Connors qui est interviewé mais qui est interrompu très rapidement par Piper Niven qui l'interrompt parce qu'elle cherche Ginny. Donc Ginny est en association avec Joseph Connors et Ginny est en rivalité avec Piper Niven. Donc Piper dit à Joseph qu'elle cherche Ginny. Connors l'insulte en disant globalement qu'elle est jalouse parce que contrairement à Ginny, elle, quand elle regarde dans le miroir, elle ne voit pas une vraie femme. J'espère que Piper Niven va le tuer. Est-ce que c'est le genre d'insulte qui est... Au secours. Ginny agresse Piper Niven dans le dos alors que Piper Niven a mis une claque à Joseph Connors. Les Heels s'enfuient. Sid Scala, assistant au général manager de NXT UK, arrive. Évidemment, il est désolé d'interférer, mais il dit qu'elle peut pas se comporter comme ça dans le Performance Center. Vraiment, c'est pas bien. Piper s'énerve et elle dit qu'elle veut absolument un match contre Joseph Connors et Ginny.
Et vous voyez, on parle de match intergenre, j'ai aucun problème à penser que Piper Niven peut défoncer la gueule de Joseph Connors. Sitskala dit qu'il est désolé parce qu'il est désolé, mais elle peut pas affronter Joseph Connors et Ginny, c'est pas possible. Et Piper Niven chope un Jack Starks qui traînait par là et dit voilà, ça c'est mon partenaire par équipe, boucle le match. Donc du coup, on va avoir un match Piper Niven et Jack Stars, hein, j'imagine, contre Joseph Connors et Ginny. Bon, vraiment, ça va être Piper Niven contre Joseph Connors et Ginny, et j'ai hâte de voir ça. Et j'espère qu'elle va le tuer. J'espère que Piper Niven va en mettre plein la gueule à Joseph Connors. C'est plus pour ce petit segment, sans backstage après, mais bon. Ensuite, on a eu un match... Ah, j'ai beaucoup aimé. Donc, Lana Austin est sur le ring sans entrée. Je dis, ah, contre qui elle va perdre? Eifa Valkyrie. Ah bah oui. Eifa Valkyrie qui est toujours invaincue. Alors, j'ai mis B- ce match-là. C'est beaucoup plus que ce que le match mérite. Le truc que j'ai beaucoup aimé, c'est que ils ont présenté Lana Austin comme la mère de 3 enfants qui se bat pour prouver à ses gosses que dans la vie, tu peux tout faire si tu t'accroches. Et... directement, j'ai eu mon petit interrupteur. Ah, génial, c'est une femme, on dit qu'elle est mère de famille, ah, super. Parce que généralement, je sais pas si vous avez fait gaffe, c'est beaucoup moins le cas en ce moment, mais il y a quelques années, toutes les émissions que je regardais, alors il y a Top Chef, je regarde pas, mais Camille regarde Koh-Lanta, plein d'émissions comme ça. Quand un mec avait une famille, c'était une ligne. Quand une femme avait une famille, c'était sa vie. C'était... Elle cuisine pour ses enfants, elle fait Koh-Lanta pour ses enfants, pour prouver à ses enfants que le mec, ouais, je suis courtier en assurance, enfin voilà. Et du coup, avoir ce message-là, ça m'a fait me dire, ah là là, vous faites chier. Et une demi-seconde de réflexion plus tard, je dis, attends, mais ils disent jamais ça pour les femmes dans le catch. C'est un personnage original dans le catch. Et ils présentent jamais les catcheuses comme... Rarement, parce qu'il y a Lacey Evans qui est un contre-exemple, mais il présente rarement les catcheuses comme c'est une mère de famille et elle se bat pour prouver à ses enfants que c'est possible. Ils font très souvent ça pour les mecs, ils font ça pour Kevin Owens, ils ont fait ça un peu pour Daniel Bryan, ils ont fait ça un peu pour Kofi Kingston. Souvent, les gars sont présentés comme des pères de famille qui se battent pour leurs enfants, les femmes, très rarement. C'est peut-être lié au fait qu'il y a très peu de mères de famille qui catchent, je crois. Mais je ris à quelque chose que je viens de dire sur le chat. Mais voilà. Du coup, c'était original. Évidemment, Eifa Valkyrie a gagné. Lana Austin n'est même pas si bonne que ça sur le ring. Elle m'a pas, à un moment donné, elle a voulu faire des coups de poing comme ça. Elle était sur Eifa Valkyrie par terre. Elle lui mettait des coups de poing et ça faisait incroyablement faux. J'ai bien aimé le personnage, je me suis dit c'est frais, j'aime bien, c'est chouette, et j'adore Eifa Valkyrie. Donc, voilà, prends mes points. Ensuite, nous avons eu une petite vignette où on voit Nina Samuels porter les bagages de Xia Brookside. Ça m'a fait rire. Elle me fait beaucoup penser à Cruella d'Enfer à la fin du film. Genre, elle est vaincue, maintenant elle a l'air d'une conne. Moi, ça m'a fait marrer. Ensuite, on a eu une courte promo de Emir Jordan et Kenny Williams qui se sont donc interviewés. On apprend que Kenny Williams est à 100%, donc le run solo de Jordan est terminé. Après 2 matchs. Ça a été un run solo, hein? Il a bien profité de l'absence de son partenaire pour briller, hein? Mais il continue de maintenir cette espèce de climat où ça fait chier Kenny Williams que son partenaire ait voulu avoir une carrière solo. Donc je pense qu'on se dirige vers une rivalité entre les deux. Surtout que là, Emir Jordan, comme vous pouvez le voir, est vraiment très content, mais alors très très content que son partenaire soit rétabli. Mais Kenny Williams, il dit ouais, c'est bon, allez, on est rétabli, maintenant on va reprendre les choses sérieuses et puis on va aller affronter des équipes, parce que c'est ce qu'on fait, on bat des équipes. Donc voilà, ça j'ai beaucoup... Non, ça j'en ai... J'attends de voir où ça va. Et enfin, on a eu le main event, Pretty Deadly contre Gallows, et je vais lire ma note préliminaire.
J'ai du mal à rentrer dans le match parce qu'aucune des deux équipes n'a vraiment été protégée. J'ai l'impression que ça fait une éternité que Gallus n'ont pas eu un match et Pretty Deadly ont plus ou moins volé leur qualification pour ce match. C'est-à-dire que tu as des champions qui n'ont pas été vraiment établis comme très très forts. Alors ils arrêtent pas de dire ouais c'est les gars qui ont eu le règne le plus long avec les ceintures par équipe de NXT UK. Disons que la Covid est passée par là et qu'il n'y a pas eu de match pendant 5 mois, ça a tendance à aider ce genre de stats. Autant Walter, il serait encore champion aujourd'hui s'il n'y avait pas eu la Covid, j'en suis sûr et certain. Autant Gallus, ça m'étonnerait beaucoup qu'il soit encore champion. Et Kay Ray, je sais pas. Ouais, Kay Ray, je suis sur la zone de flou. Merci beaucoup à Cheshire TV pour ton abonnement de 1 mois. Oh, un abonnement de niveau 3 ? Oh, mais pourquoi tu... Oh, merci, c'est gentil. J'ai rien à te proposer en échange, t'es bien conscient de ça, que j'ai pas fait d'emote. En fait, je me suis pas emmerdé à faire des emotes de niveau 3 parce que je me suis dit, personne ne prendra jamais un abonnement de niveau 3. Merci beaucoup, c'est très gentil. Et en plus, j'ai vérifié après, et depuis la reprise de NXT UK, effectivement, c'est le 3e match de Gallus. Ils ont repris NXT UK en septembre dernier, je crois, ou en octobre dernier, début octobre. Joe Coffey, rien que Joe Coffey, le 3e homme de la faction, il a eu 5 matchs en solo depuis la reprise de NXT UK. Donc ouais, ils sont pas bien établis et Pretty Deadly, ils sont pas protégés du tout. Bref, j'ai eu énormément de mal à rentrer dans le match. Je vais lire mes notes. La stratégie de Pretty Deadly, ça a été d'isoler leurs adversaires et de tricher sur celui qui est dans le ring. C'est-à-dire, ils font en sorte que un des deux membres de Gallus soit à l'extérieur du ring et suffisamment longtemps pour défoncer celui qui est dans le ring, l'homme légal dans le ring, pour gagner. Et le match est terminé quand l'un des deux a mis une claque à Wolfgang, qui le poursuit hors du ring et se fait charger par l'autre membre de Pretty Deadly. Je confonds toujours leur nom. Bon, Pretty Deadly, j'ai tendance à les appeler Orlando Bloom et son jouet sexuel, mais j'ai pas encore décidé lequel des deux est Orlando Bloom et lequel des deux est l'autre. Ensuite, peut-être Louis Hawley a jeté une des deux ceintures par équipe à peut-être Sam Stoker du coup. Et pendant que l'arbitre empêchait Stoker d'utiliser la ceinture par équipe, Hawley a pris l'autre ceinture par équipe parce qu'il y en a deux et il n'y a qu'un seul arbitre et a fait un tornado DDT sur Mark Coffey sur l'autre ceinture enfin pas pour remporter la victoire. Ils ont d'abord fait le Spilt Milk, leur prise de finition, pour enfin devenir les nouveaux champions par équipe. J'ai mis C+, parce que franchement j'en ai pas grand chose à foutre. J'en ai pas grand chose à foutre et c'est la division par équipe de NXT UK, elle a tendance à être très plate, très. J'étais nettement plus intéressé par Flash Morgan Webster et Mark Andrews contre The Hunt, qui était une rivalité qui tournait autour d'une trahison quoi, et pas autour des ceintures. Que là vraiment, j'étais pas dans le match quoi. J'ai mis un plus pour la surprise, c'est-à-dire que c'est tellement une division où il se passe pas grand chose que. Le titre a changé, c'est la définition de se passer quelque chose, la définition de ça change, mais je m'en fous un peu quoi. À voir ce que Pretty Deadly feront avec les ceintures. Je sais pas, je suis pas, voilà, je suis pas à fond dedans. Donc vos questions concernant NXT UK. S. Morta me dit bonjour Lynx, comment ça va? Ça va très bien, merci. Fait fun. Moi j'aime bien anecdote rigolote, si tu veux traduire fun fact. Voilà. L'arbitre blonde de NXT UK qui a arbitré Bates cette semaine est française. Cocorico Artemis sur Twitter. Bonne journée. J'étais au courant de ça, mais effectivement c'est chouette. C'est chouette. Massy 10 PSG dit bonjour Lynx, bonjour, comment ça va? Ça va très bien, merci. Selon toi, à quand le match Santos Escobar contre Jordan Devlin? Quand ce sera safe de le faire, je pense. On verra. Je suis pas pressé. J'aime bien que la rancœur continue de s'accumuler. J'aime bien que ça dure un peu. J'aime bien que cette rivalité-là prenne son temps. Pablo DBST me dit bon coucou Lynx, je suis très content de voir un changement de titre parce que les règnes UK avec le trou de plusieurs mois, j'en ai marre.
J'attends avec impatience Satomura, championne UK et toi. Oh, ça va être tellement bien. La semaine prochaine, les enfants, c'est mercredi soir sur le network. Ça sera samedi midi pour en parler en live. On aura un match Meiko Satomura contre Kaylee Ray pour le titre de NXT UK, titre féminin de NXT UK. Meiko Satomura est une légende du catch japonais. J'ai hâte de voir ce match, mais à un point que je peux difficilement surévaluer. Je l'ai vu catcher très peu de fois, Meiko Satomura, mais à chaque fois, elle m'a retourné la gueule. J'ai très hâte de voir ce match. J'espère qu'elle va gagner. C'est son deuxième match à NXT UK, faut pas qu'elle le perde. Je pense qu'elle va gagner, j'espère très fort qu'elle va gagner. Et Onge me dit Onge d'épée, c'est comme ça que ça se prononce, Onge d'épée. Onge d'épée me dit bonjour Lynx, comment tu vas, penses-tu... D'accord, ok. Comment tu vas? Je vais très bien, merci. Penses-tu Gallus vont aller quitter NXT UK pour aller aux États-Unis? Non. Non, je pense pas. S'ils le font, pourquoi pas, mais je pense pas. Et puis, je suis pas sûr que ce soit nécessaire. Non, je pense pas. Pour répondre à ta question, voilà, pour répondre à ta question très simplement, non, je ne pense pas. Et on va passer, hop là, je vais prendre les questions, et on va passer au bilan de SmackDown. Tadam! Les questions. Ouf, super. Ça, je peux le supprimer. Voilà. SmackDown. Alors, attendez, bougez pas. SmackDown, hop, je mets mon truc. Ça n'a pas été un bon SmackDown. Je sais pas ce que vous en avez pensé. Je sais pas si vous avez eu l'occasion de le voir. Personnellement, j'ai... Il y a eu des bonnes choses. Mais globalement, SmackDown est plombé par la façon dont ils bouclent leur division féminine. C'est un peu comme c'est quand même pas juste parce que c'est un peu comme AEW. Le truc c'est que AEW ils accordent tellement peu de temps à la division féminine qu'en moyenne ça pèse moins sur le show. Que SmackDown ils me donnent plus de temps à la division féminine pour mal la booker et du coup ça pèse. Mais vous allez voir. J'ai l'impression que mon avis est minoritaire parce que j'ai regardé vite fait d'autres avis sur SmackDown avant de lancer le live et les gens ont l'air de penser que c'était très bien. Je suis pas d'accord. Pour moi, il y a eu un segment qui était vraiment excellent et on va y revenir. Tout a commencé avec, évidemment, Roman Reigns sur le ring avec Paul Heyman et Jey Uso. Le public demande où ça, parce que j'aime bien faire des blagues. En fait, il dit you suck, mais vu que c'est très automatique parce que c'est pas un vrai public, j'imagine qu'ils disent où ça et ça fonctionne très bien. Donc le public demande où ça, où ça, où ça. J'ai envie de leur répondre dans votre cul, mais voilà. Reigns dit que SmackDown a besoin de lui et que l'Elimination Chamber aussi avait besoin de lui. Alors il a répondu à l'appel. C'est ce que font les champions. Il a défendu son titre contre le gagnant de l'Elimination Chamber. Il dit que n'importe qui célébrerait la victoire à sa place, mais pas lui. Lui est au-dessus de ça. J'ai bien aimé parce que c'était une pique à The Miz qui a célébré sa victoire à Raw. Merci beaucoup, Drewez, d'avoir offert un abonnement à quelqu'un. Tu es quelqu'un de soyeux, tu es quelqu'un de gentil, tu es quelqu'un de doux. Et il précise que ça aurait pu être une soirée parfaite, mais elle ne l'a pas été à cause d'Edge. Edge lui a collé un spear et a officialisé leur match à WrestleMania. Reigns lui donne l'opportunité de se rétracter, il a une magnifique famille et il voudrait pas lui faire de mal, il apprécie tout ce qu'Edge représente, mais il ne veut pas le blesser, et un homme comme Edge n'a aucune chance contre un homme comme Roman Reigns. Là-dessus intervient Daniel Bryan, parce qu'au bout d'un moment, faut pas déconner, donc Daniel Bryan qui a gagné l'Elimination Chamber dimanche dernier. Il se fout de la gueule de Reigns en réitérant ses arguments, c'est-à-dire qu'il fait « Effectivement, t'as été très courageux de m'affronter alors que je venais de gagner un match contre 6 autres personnes dans une cage en acier, t'as été très courageux de ta part. » Mais il dit que certaines personnes pensent pas comme ça. Il dit que certaines personnes trouvent que ça a été lâche d'affronter Daniel Bryan alors qu'il venait de sortir de l'Elimination Chamber. Puis en plus c'est bizarre parce que lui qui se présente comme étant le main event, il a défendu son titre dans le deuxième match de la soirée, pas dans le dernier match de la soirée, donc le main event. J'ai beaucoup aimé parce que c'est aussi la réflexion que je me suis faite, si vous vous rappelez mon bilan d'Elimination Chamber. Je me suis dit, il commence par l'Elimination Chamber de SmackDown parce qu'ils vont faire affronter le gagnant de ce match contre Roman Reigns dans le main event. Mais non, effectivement, Roman Reigns a pas attendu le main event
Et Daniel Bryan n'est pas dupe, c'est parce que il voulait pas que Daniel Bryan ait le temps de récupérer. Mais du coup, Daniel Bryan ajoute qu'il veut un match à Fastlane, sans excuses, sans qualification, sans conneries. Jey Uso, waouh, cette traduction merdique de l'anglais, sans conneries, no bullshit. Jey Uso intervient pour dire que s'il veut un match contre Roman Reigns, il doit d'abord passer par lui. Reigns reprend le micro et murmure après tout ce que Daniel Bryan, après tout ce que j'ai fait pour toi, tu veux encore que je te fasse mal? Et Jey Uso se jette sur Bryan, le jette à l'extérieur du ring et le jette par-dessus la barrière de sécurité à l'extérieur du ring. J'ai mis un B à ce segment d'ouverture, j'ai bien aimé. Ensuite, on a eu un segment en backstage où Jey Uso a présenté des excuses à Roman Reigns en lui disant « Je suis désolé, j'ai pris une initiative, j'aurais sans doute pas dû. » Et Reigns lui dit « Non, t'as pas besoin de présenter des excuses, il n'y a aucun problème, tant que tu finis le travail. » J'ai bien aimé. Donc du coup, ce soir, on aura un match Daniel Bryan contre Jey Uso. Si Daniel Bryan gagne, il affronte Roman Reigns à Fastlane. Et ça, c'est pas passé tout seul auprès d'un certain Edge qui est allé voir Adam Pearce et Sonya Deville, donc ils sont plus ou moins en charge de SmackDown, pour dire « Excusez-moi, il me semble que j'ai gagné un Royal Rumble pour avoir le droit d'affronter Roman Reigns. Pourquoi Daniel Bryan passe avant ?» Et alors il dit qu'apparemment ils avaient prévu de faire un match Edge et Daniel Bryan contre Roman Reigns et Jey Uso, c'était ça le plan à la base pour Fastlane, et du coup il comprend pas pourquoi Daniel Bryan a un match pour le titre à Fastlane. Ce que j'aime bien, c'est que j'ai l'impression qu'on se dirige vers un triple menace Edge contre Daniel Bryan contre Roman Reigns. Et oui, s'il vous plaît, le match Edge contre Roman Reigns, j'avais déjà envie de le voir, mais alors Edge contre Daniel Bryan contre Roman Reigns, oh là là oui, oh là là oui, oh là là s'il vous plaît. Oui, pardon, excusez-moi, je me suis perdu, j'ai perdu ma ligne. J'adore parce qu'il y a un message dans le chat, rien à foutre. Je sais même pas de quoi tu parles. C'est fantastique. Rey Mysterio et son fils Dominic Mysterio affrontent l'Alpha Academy. Avant le match, ils mettent bien au clair que le niveau d'intrigue que j'avais vu la semaine dernière était peut-être seulement dans ma tête. Otis a fait un heel turn. C'est un heel. C'est un heel. C'est complètement un heel. Pourquoi? Vous avez un personnage qui est naturellement, qu'on a naturellement envie de soutenir. Pourquoi en faire un heel? La semaine dernière, si vous vous rappelez bien, Otis avait agressé Rey Mysterio, mais c'était parce que Chad Gable l'encourageait et que Otis était dans l'énergie du moment, et vu que Otis c'est un bœuf quoi, Otis, c'est-à-dire Otis tu lui dis oh c'est bien, il fait ouais c'est bien, il contrôle rien il contrôle rien, Otis, vous voyez bien, le pauvre il est en train de se noyer dans son visage, voilà, il sait pas où il en est dans sa vie. Donc du coup voilà, j'avais bien aimé le fait que Otis, c'est pas qu'il veut faire du mal, c'est qu'il est sous l'influence de quelqu'un qui lui dit vas-y fais du mal, c'est vachement bien, d'accord, c'est vachement bien. Que là non, là il faisait du mal et il était content. Un peu déçu, les Mysterio menaient quand Chad Gable était sur le ring, mais ils ont perdu face à Otis, qui a gagné avec un splash. Après, j'argumente, je n'ai pas besoin d'argumenter, je pense que si tu te prends un Otis avec vélocité sur ton abdomen, non seulement tu perds le match, mais également tu décèdes, tu perds la vie. J'ai mis C-. Je suis pas descendu en dessous parce que je suis content que Gable fasse quelque chose, mais je comprends pas pourquoi ils veulent pas qu'on soit content de voir Otis. Je pense qu'il fait partie des catcheurs préférés de Jérémy. Jérémy suit pas beaucoup le catch, mais Otis c'est un personnage qui le fait marrer quoi. Otis c'est un personnage dont il se souvient. Bref. Et alors ensuite on a eu. Alors là ça va être. Je vais commencer par dire que j'ai mis un B+ à ce segment-là. Un B+ très prudent. Apollo Crews est sur le ring. Très fier d'avoir blessé Biggie dans le segment la semaine dernière. Et il a une écharpe. Une écharpe verte et blanche et verte. Blanche et verte. Il commence sa promo en disant que le B.A.B.A. du heel, le B.A.B.A. du heel turn, c'est-à-dire ouais j'ai été gentil, j'ai été honnête, et qu'est-ce que ça m'a apporté, pot de zob, bon bah voilà, je suis méchant maintenant. Mais ça a changé, et ça a changé d'une façon que c'est vraiment très touchy là. Tout ce que je vais, je prends des pincettes pour tout ce que je vais dire.
Il dit qu'il vient pas des quartiers, qu'il vient pas de la banlieue, mais qu'il vient du Nigeria, que c'est un vrai Afro-américain. Sauf que le terme américain pour dire ça est beaucoup plus d'impact, c'est African American, c'est-à-dire tu prononces le mot africain en entier. C'est un Africain américain. Accent sur africain. Il dit que il vient d'une lignée, il dit pas royale, et là j'aurais fallu que je choisisse mieux mes mots, enfin que je réfléchisse à ce que je vais dire avant. Il vient pas d'une lignée royale, mais il vient d'une lignée de pouvoir. Sa famille avait du pouvoir au Nigeria. Son grand-père dominait une certaine zone au Nigeria. C'était pas un roi, enfin c'était pas, mais c'était quelqu'un qui avait du pouvoir, et c'était quelqu'un qu'on respectait, c'était quelqu'un qu'on craignait. Il dit que c'est pour ça qu'il a cette écharpe, que cette écharpe est aux couleurs du Nigeria, et que ça représente la domination, la domination, la richesse et le pouvoir. Et que c'est ça qu'il veut représenter. La semaine dernière, enfin il y a 2 semaines, Biggie lui a dit qu'il avait perdu son match, maintenant qu'il fallait qu'il retourne à la cantine. Et Apollo Crews lui a dit non, les gars comme moi ne retournent pas à la cantine, les gars comme mon grand-père dirait. Et là il a pris l'accent nigérien pour parler comme son grand-père. Il a dit je vais pas m'amuser à prendre l'accent africain parce que ce serait extrêmement déplacé. Quand quelqu'un te manque de respect, tu lui montres le faire. Et c'est ce que j'ai fait à Biggie, je lui ai montré le faire. Alors, deux choses. Un, c'est vraiment trop cool. Apollo Crews non seulement il a un personnage, mais en plus il a un personnage qui est lié à ses racines. En plus c'est lié au fait qu'on avait vu Apollo Crews parler avec Roman Reigns il y a 3 ou 4 semaines, parce que Roman Reigns aussi a inclus un élément de sa culture dans son personnage. Et le Tribal Chief, c'est quelque chose qui existe dans la culture samoan. Et là, alors je sais pas du tout quelle part est vraie ou n'est pas vraie dans ce personnage d'Apollo Crews, mais si on veut apporter de la culture dans un personnage, surtout qu'Apollo Crews, ça fait des années qu'il est d'une platitude, mais extrême, donc c'est vachement bien. Vraiment, c'est vachement bien. Le truc, c'est que la WWE a une sacrée histoire de booker ses personnages étrangers comme des heels. C'est-à-dire que t'es américain, t'es gentil, t'es étranger, t'es méchant. Alors, on est sur le fil du rasoir. On est sur... il est devenu... si Apollo Crews était devenu face en se rapprochant de ses racines, je me poserais même pas la question. Je me dirais, c'est juste vachement bien. Là... Est-ce qu'on est sur un Roman Reigns qui devient le chef tribal et qui a besoin de prouver sa domination à tout le monde? Ou est-ce qu'on est plus sur du Akira Tozawa est un ninja? Où on est? Je vais partir du principe que pour l'instant ils m'ont pas donné de raison de me méfier. Ce segment-là a été excellent, a fait tout ce qu'il fallait pour Apollo Crews. Après, il a eu un match contre Shinsuke Nakamura qu'il a remporté de façon tout à fait décisive en se servant de sa serviette d'une façon qui est pas illégale. T'as le droit de te servir rien dans les règles du catch te dit que t'as pas le droit de te servir d'un objet comme ça. Vous voyez, Shinsuke Nakamura essaie de lui porter un collier arrière et Apollo Crews se retient avec la serviette. T'as le droit. Ce match-là, je lui ai mis un C, mais le segment avant, je lui ai mis un B+, parce que vraiment, c'est très très bon. Maintenant, c'est très très bon, mais prudence. Merci beaucoup à Flash Knight 1 pour son abonnement, c'est très swag. Oh putain. Alors, je voulais dire chouette, mais j'ai commencé avec un S. Et du coup, je me suis dit, qu'est-ce que je peux dire qui ressemble à chouette? Donc, je suis parti sur... Il n'y a que wag qui est arrivé derrière. Bref, désolé pour ça. Ensuite, nous avons eu un match... j'ai pas pris d'image de ça, parce qu'il y a eu un très court segment où on a vu Paul Heyman dire à Roman Reigns que si Daniel Bryan gagne ce soir, il aura un match de championnat Fastlane, donc qu'on savait déjà. Et Heyman insiste sur « si Daniel Bryan gagne ce soir ». J'ai trouvé qu'ils en faisaient beaucoup trop, et du coup, ça, vous allez voir, on en parlera dans le main event, mais ça a pesé sur
sur mon appréciation du main event. Donc ensuite, on a eu ce match-là. Liv Morgan contre Natalia. Oh, j'ai écrit Natalia, Liv Morgan contre Tamina, mais voyons, mais que fais-tu? Oh, bon, j'en sais plus tard. Liv Morgan contre Tamina. Comme toutes les semaines, j'attendais l'intervention de Billie Kay, parce que c'est l'histoire de Billie Kay. C'est Billie Kay qui est dans la division par équipe féminine et qui n'arrive pas à trouver sa place dans la division par équipe féminine, qui essaye d'aider le Riot Squad, mais qui les fait perdre par accident contre Natalia et Tamina. Donc là, voilà, il y avait Tamina avec Natalia aux abords du ring, contre Liv Morgan avec Ruby Riot aux abords du ring. Billie Kay n'est pas intervenue, et Tamina a écrasé Liv Morgan en moins de 4 minutes. J'ai mis un D. C'est aucun intérêt, et en plus tu me racontes pas l'histoire que tu me racontes, donc non seulement c'était un filler, mais en plus c'était pas un filler intéressant, donc D, voilà. Je pense pas que j'ai besoin de développer outre mesure. Ensuite, oh, bordel de merde. Est-ce que vous avez l'impression que Edge a été mieux booké que Bianca Belair après sa victoire au Rumble? Parce que moi j'ai l'impression. On nous apprend que c'est le moment pour Bianca Belair d'annoncer sa décision quant au championnat qu'elle convoite à WrestleMania, puisque n'est-ce pas, elle a remporté le Royal Rumble. À ce stade, Edge écrit « J'adorerais qu'elle choisisse Asuka. Elle a eu 0,5 interactions avec Asuka, et elle a passé tout son temps à être avec Sasha Banks, à défier Sasha Banks, à faire équipe avec Sasha Banks, à... Mais que va-t-elle choisir? Que va-t-elle choisir? Si elle avait choisi Asuka, spoiler, elle a choisi Sasha Banks. Elle dit, alors j'ai écrit, elle dit des banalités un peu nazes. J'étais un peu salé. Elle dit, ma maman disait toujours, la vie est faite de choix. Si tu fais les bons choix, c'est génial, et si tu fais les mauvais choix, tu le regrettes. Bon, sa mère c'était pas Nietzsche, hein, manifestement. Et elle est sur le point d'annoncer son choix quand elle est interrompue par la musique de Carmella. Je me dis, ah, donc on va bien avoir une rivalité un peu filler avant WrestleMania. Carmella, Bianca Belair. Et là, qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Merde! Mais il y a Reginald qui intervient, c'est ça qui se passe! C'est insupportable! Vous pouvez dire bonjour à ma chérie, elle vient de se lever. Comment? J'ai rêvé de catch. T'as rêvé de catch? Oui, il y avait Finn Balor qui devait affronter, comment il s'appelle, celui qui se lève, tu sais, en mode cercueil là. Il y avait Finn Balor qui devait affronter, c'est Aleister Black, celui qui se lève en mode cercueil. Je suis sûr que Vince McMahon parle de lui comme ça. En main event, sauf qu'avant ça, ils avaient foutu Shelton Benjamin contre un gros truc énorme. Sauf qu'avant ça, ils ont foutu Shelton Benjamin contre un gros truc énorme. Je suis pas sûr que les gens t'entendent, donc je répète ce que tu dis. Après le match, on allait faire un retour à Finn Balor lui-même et on lui expliquait que les deux premiers matchs avaient été de la merde et heureusement qu'en main event c'était très bien. D'accord. Après le match, on a été faire un retour à Finn Balor pour lui dire que les deux premiers matchs étaient à chier. Heureusement qu'il a relevé le niveau avec le main event. Ma femme rêve. Il a gagné, bien sûr. Ma femme rêve de Finn Balor, c'est génial. Bref, Reginald, voilà, j'avais aucune raison d'être plus énervé. Reginald intervient. Si vous voulez bien, je vais mettre. Il a son nom quoi sur le truc. Tiens, voilà, hop, Reginald. Puisque tout tourne autour de Reginald, c'est catastrophique. Pourquoi ce mec est aussi mis en avant? C'est le sommelier de Carmella, c'est comme ça qu'on nous l'a présenté, pourquoi? Donc, bref, si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez comment ça marche. Reginald arrive et dit « Ah, Sasha Banks, tu devrais... Oh, Bianca Belair. Bianca Belair, tu devrais pas affronter Sasha Banks parce que tu as eu la très bonne idée de faire équipe avec elle. Tu as pu voir qu'elle était phénoménale, qu'elle était vraiment géniale. Oh là là, Sasha Banks. Si tu l'affrontes, tu es sûr de perdre. J'aimerais que Sasha Banks chie dans ma bouche. Voilà. Voilà. Là-dessus, Sasha Banks intervient évidemment. Elle caresse doucement le visage de Reginald en lui disant je croyais t'avoir bien dit que tu parlais pas pour moi, et elle le repousse. Sasha Banks est une connasse, mais voilà. Écoute, Sasha Banks est une heel. Voilà. Me parlez pas de twinner. Elle ne fait rien en termes de babyface, c'est une heel. Point. Et ça me gave, mais ça me gave. Et ça me gave que Reginald soit aussi mis en avant dans cette... Reginald est le sommelier de Carmella. Pourquoi Carmella est pas là? Je réagis. Enfin, Undertaker, là-bas, c'était le fossoyeur du coin, alors bon, on peut bien avoir un sommelier. Bon.
Bon, voilà, il faut un petit florilège. Voilà, je vais lire mes notes. Des trucs qui m'emmerdent dans la division féminine de SmackDown. Sasha Banks provoque Bianca Belair en disant que tant qu'elle est là, elle sera jamais que deuxième. Je vais résister à l'envie de faire une parodie de The Mask. Évidemment, Bianca Belair, ça la saoule et du coup, elle choisit Sasha Banks. Asuka est la 5e roue dans les trucs où elle pourrait être complètement mise en avant. Pauvre Asuka, quoi, mais pauvre Asuka. C'est-à-dire que dans l'histoire de Bianca Belair qui va à WrestleMania, il y a évidemment Bianca Belair, il y a Sasha Banks et Reginald à peu près au même niveau. Il y a, j'ai envie de dire, il y a Carmella, et j'ai envie de dire après, il y a Asuka. Enfin bon, c'était catastrophique. Merci beaucoup à Petite Pause YouTube pour ces 1000 bits. Oh là 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 là. Va falloir... non. Allez. En fait, ce que je fais, c'est que je fais une blague si j'ai une blague qui m'arrive naturellement. Si je... Une charrette de bits. C'est ça, on m'offre une charrette de bits, mon cœur. Ensuite... Ça va être compliqué. Ensuite, voilà, Bianca Belair choisit Sasha Banks et on est tous extrêmement surpris. Ensuite, King Corbin est en coulisses. En plus, c'est énorme, 1000 bits en termes de... Enfin bref, merci beaucoup à toi pour ton... Merci. Corbin est en coulisses avec Sami Zayn et son équipe de tournage, donc qui tourne un documentaire pour prouver que Sami Zayn est victime d'un complot au sein de la WWE. Zayn lui demande ce qu'il pense du complot contre lui, évidemment. King Corbin demande plutôt pourquoi est-ce qu'on doit faire équipe aujourd'hui contre les Street Profits. Zayn dit que c'est son idée à lui, que certes ils peuvent pas se blairer, mais qu'ils ont une bonne alchimie et que lui a besoin d'une victoire et que à eux deux ils sont son cerveau et ses muscles, ils pourraient être champions par équipe. Corbin dit qu'il est d'accord mais que Zayn ne lui dise plus jamais quoi faire et de maintenir son équipe de tournage loin de lui. On a donc ensuite le match Street Profits contre Corbin et Zayn avec évidemment les champions par équipe qui regardent, les Dirty Dogs. Je le dis comme ça parce que ça s'écrit D-A-W-G-S, je le précise parce que ça fait un petit moment qu'on les a pas vus, donc les Dirty Dogs. Les Street Profits dominent pendant presque tout le match. Il y a un spot qui est rigolo où l'équipe de tournage est sur le chemin de King Corbin et du coup Corbin s'énerve contre eux, ça m'a fait rire. Et évidemment les Street Profits gagnent le match après un Tope con Hilo de Montesford, là, tel que vous voyez Montesford sur cette image. Il vient de courir pour faire un salto avant au-dessus de Sami Zayn sur Corbin. Donc voilà, Tope con Hilo de Ford sur Corbin, suivi d'un neckbreaker de Dawkins sur Sami Zayn, puis un frog splash, victoire des Street Profits sans vraiment beaucoup de suspense. Ensuite on a un segment backstage, en coulisses pardon, avec Daniel Bryan qui est interviewé. Daniel Bryan qui dit qu'il a plus de chances de battre Reigns qu'Edge parce qu'il estime que Edge n'est pas vraiment à ce niveau là encore, et évidemment Edge est juste derrière lui. Il dit qu'il le prend pas mal, il sait que Roman Reigns est un défi particulièrement difficile. Et il dit que si Daniel Bryan gagne contre Jey Uso ce soir et qu'il gagne contre Roman Reigns à Fastlane, ce sera lui qui sera champion à WrestleMania et que donc on aura un match Edge contre Daniel Bryan. Oui. Et Edge demande à Daniel Bryan, et d'après toi, qui gagnerait ce match-là? Et Bryan dit, écoute, je vais garder la réponse à cette question pour moi, parce que de toute façon, il faut déjà que j'arrive à battre Jey Uso ce soir. Et là, on a la petite... Ah oui, pardon, excusez-moi, j'allais passer au main event. Avant le main event, on a un spot où... on a un segment. Seth Rollins est sur le ring, il dit que sa plainte de la semaine dernière a eu beaucoup de succès sur les réseaux sociaux. Il est interrompu par Cesaro, qui... J'adore parce que Seth Rollins dit « Ah, Cesaro, bah justement, j'allais parler de toi, mesdames, messieurs, Cesaro !» Et pendant qu'il continue de parler, alors qu'il y a la musique d'entrée de Cesaro, on voit Cesaro qui descend la rampe, pas vite, mais de façon très décidée. Il enlève son t-shirt, tu sais, c'est le genre de truc, il dit « Ah là 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 là, ah là là, dans 10 secondes, je m'en prends plein la gueule. » Voilà. Bah, ça... Non, il n'a pas enlevé son slip, il a gardé son pantalon, tout va bien. Donc Cesaro s'arrête à 1m50 de Seth Rollins. Seth Rollins lui dit, écoute, t'es génial, ce que je vois là, ce que je vois sur le ring en face de moi, c'est le futur, t'as tout pour gagner, tu es l'homme le plus fort, ils disent pound for pound, donc comment on dirait en français, à poids équivalent,
J'improvise une traduction. L'homme le plus fort à avoir mis le pied sur un ring. Alors pourquoi il continue de perdre? Qu'est-ce qui lui manque? Et Rollins lui répond, ce qu'il te manque, c'est l'instinct de tueur. Et moi je l'ai, Rollins prétend l'avoir, et il prétend pouvoir le donner à Cesaro. Il dit qu'à 2, il serait inarrêtable. Qu'il serait déjà inarrêtable si Cesaro l'avait écouté il y a 2 semaines, et que même il serait déjà champion universel s'il l'avait écouté, puisque Rollins a proposé son aide à Cesaro. Cesaro était dans la fameuse Elimination Chamber pour définir l'aspirant numéro 1 au titre universel. Il lui demande donc d'accepter la vision, il lui demande de embrace the vision, et ça se passe pas comme il le voulait. Cesaro le met en position de Big Swing. Regardez qui s'est éclaté à faire un gif animé. Oui! Alors OBS traite un petit peu mal les gifs, c'est dommage. Mais voilà, Cesaro le met en position de Big Swing. Ce que j'ai adoré, c'est que quand il le tenait comme ça, t'avais Seth Rollins qui avait toujours son micro et qui disait non, tu lâche le monsieur. Ça m'a fait rire. Et donc Cesaro le fait tourner, et il le fait tourner tellement vite que Seth Rollins, alors non seulement il lâche son micro évidemment, mais en plus il perd sa veste avec la force centrifuge. C'était assez impressionnant. Je crois que j'ai rarement vu Cesaro faire tourner quelqu'un aussi vite avec son Big Swing. Et après, pour faire bonne mesure, il lui porte un uppercut, et c'était vraiment cool. J'ai mis un B à ce segment-là. Et ensuite, on a eu le fameux main event entre Daniel Bryan et Jey Uso. Si Bryan gagne, il a un match contre Roman Reigns à Fastlane. Match pour le titre. Jey Uso, le match était bien, Jey Uso s'en est pris au genou de Daniel Bryan pendant tout le match. Daniel Bryan a vraiment été l'underdog du match. Il réussissait plus ou moins à revenir, mais mon appréciation du match a été totalement polluée par le fait que Paul Heyman a dit à Roman Reigns avant Daniel Bryan t'affronte si Jey Uso gagne, si, autrement dit s'il ne gagne pas. Donc je m'attendais à une intervention de Roman Reigns, ce qui explique pourquoi j'ai été un peu quand Jey Uso a juste maintenu fait en sorte que Daniel Bryan reste à l'extérieur du ring suffisamment longtemps pour qu'il y ait un double décompte à l'extérieur. Donc techniquement, Daniel Bryan n'a pas gagné parce que personne n'a gagné. C'est une égalité. Voilà, le flanc, le soufflet qui retombe, quoi. B-. Oui, le flanc qui retombe aussi. Tout est retombé. Le flanc, les lasagnes, les profiteroles, tout est tombé. Et après le match, est-ce que j'ai une image pour ça? Ouais, après le match, Daniel Bryan Jey Uso et Daniel Bryan sont retournés à l'intérieur du ring, et Daniel Bryan a voulu porter un yes lock sur Jey Uso. Reigns est intervenu, Daniel Bryan a réussi à porter son yes lock sur Roman Reigns, mais il s'est très vite retrouvé dépassé. Est-ce que tu peux fermer la porte s'il te plaît chérie, parce qu'il y a du bruit dehors? Je suis désolé. Oui, il fait beau, je sais, mais on s'en fout. Et donc voilà, il s'est retrouvé dépassé, et Roman Reigns lui a apporté un spear puis la guillotine. Et j'ai encore été déçu parce qu'il n'y a pas eu d'intervention de Edge. Et voilà, du coup je suis resté sur ma faim 2 fois dans le main event. Donc j'ai mis un B- au match et j'ai mis un C- au segment après parce que je sais pas, j'ai eu l'impression qu'on me disait enfin et du coup voilà, du coup j'étais un peu déçu. Noctisite me dit c'est Links, autant j'apprécie Reginald sur certains points, t'as de la chance, autant il m'a gonflé aujourd'hui, surtout qu'il a maintenant une entrée. Why? Et parce que tout tourne autour de lui, c'est lui la star. Je trouve que c'est cohérent avec Bad Bunny à Raw, car il a un titre, mais Reginald... Non, puis c'est cohérent avec Bad Bunny, parce que Bad Bunny, c'est une personnalité publique, si tu veux. L'arrivée de Bad Bunny, c'est un événement, il a une entrée, il a même des effets pyrotechniques, ça me saoule même pas. Je veux dire, si on va par là, l'annonce du genre du bébé de Brandy Rhodes a eu des effets pyrotechniques. Ça me saoule déjà beaucoup plus. Que Bad Bunny ait des effets pyrotechniques, ça me gêne pas. Que Bad Bunny ait une entrée, je trouve ça parfaitement cohérent, tout à fait normal. Que Reginald ait une entrée, qu'il ait l'entrée de Carmella, ça me gêne pas parce qu'il fait partie du package de Carmella. Mais bref, je finis ton message. Je sais pas s'il entre dans le combo, mais je commence à ne plus aimer du tout Bianca et Sasha Banks, mauvais personnage, comme tu dis, bis distanciel. Tu viens de dire que tu es d'accord avec moi, donc je vais pas te dire que je suis d'accord avec toi d'être d'accord avec moi, mais voilà, oui. Imaginez une seconde la situation avec remplacer Sasha Banks par Roman Reigns et essayer de reconstituer le truc avec
il y a de quoi devenir barge. Lynx the Moon me dit « Bonjour Lynx, les 4 Horsewomen sont souvent décriées car elles ont été et sont trop mises en avant selon certains. Qu'en penses-tu » Je suis pas d'accord. Par ailleurs, je commence à être déçu du règne de Sasha Banks. J'attendais ce dernier avec impatience, mais vis-à-vis des événements de ces dernières semaines, je le trouve maintenant fade. C'est malheureux car je pense que Sasha Banks est l'une des meilleures dans le ring, mais au micro, ça semble être l'inverse. Je ne sais pas si le problème vient d'elle ou... Non, je pense que c'est juste qu'elle ne joue pas le bon personnage. Elle devrait être une heel, mais une heel à 100%. Pas cette espèce de babyface qui se comporte en heel. C'est-à-dire que je devrais vouloir que Sasha Banks perde. Que là, je veux pas que Sasha Banks perde, je veux qu'elle ferme sa gueule. je veux pas la voir. Et c'est pas normal, parce qu'effectivement, elle est vraiment excellente. Et elle a très bien son personnage de heel. Ça devrait être une heel. Zirconis Jarl Sirion me dit « Jey Uso m'amuse beaucoup quand il est derrière Roman Reigns. J'ai l'impression qu'il est en mode aléatoire. Il tape dans ses mains, il fait des tours, il raconte des choses qu'on n'entend pas. Il fait généralement des trucs avec ses mains de manière un peu aléatoire. Ça contraste totalement avec Roman Reigns qui est totalement stoïque. J'ai l'impression que Jey Uso sait pas trop quoi faire et à la fois je trouve ça amusant mais aussi un peu pénible. J'adore les trois. J'adore Roman Reigns qui est le rock, qui... Oh, j'ai pas fait exprès mais bien joué. Roman Reigns qui est solide comme un rock, qui est stoïque, qui est serein. Paul Heyman, il est dans la suavité, c'est-à-dire que Paul Heyman, il va sourire, il va regarder le titre, il va être, il est content d'être là. Roman Reigns, il est pas content d'être là, il est là. Que Jey Uso, il est à ça de défoncer la gueule de quelqu'un. C'est une pile, il bouge parce qu'il est énervé, il veut péter une gueule, c'est un lion en cage, Jey Uso, et j'adore ça. J'adore ça, c'est vraiment... tu sais, ça rajoute une aura d'agressivité à toute la présentation de Roman Reigns. Donc voilà, je vois pas les choses exactement de ta façon, comme toi, mais voilà, moi c'est ma façon de voir. Gregory Sly 51 me dit « Je trouve ça triste pour Otis, mais surtout Tucker. C'est qui Tucker ?» En un soir, Otis perd sa mallette et leur équipe, et leur amitié explose, et quelques semaines après, Otis se retrouve une nouvelle équipe, et Tucker a disparu ou court après le titre 24/7. Oui, tu viens de résumer la tristesse des événements avec une précision froide et cruelle parfaite. Génial. C'est exactement ça qui s'est passé. Et c'était sûr. Quand je les voyais à NXT, je me disais, ils vont... soit ils vont couler tous les deux, soit Otis va faire marrer Vince et Tucker va couler tout seul. Dervor Kaiser me dit « Salut Nix, comment iras-tu » Oh, l'avenir nous le dira. J'ai vraiment l'impression que Chad Gable ressemble énormément à Kurt Angle 99-2000, mais tellement. Et j'espère vraiment qu'il aura un push un jour, on a le droit de rêver. Tellement. Je viens de voir les récompenses du Wrestling Observer Newsletter. As-tu regardé? Regardes-tu ce genre de choses? Bonne continuation. J'ai regardé, j'aime bien lire ce genre de trucs, jusqu'à ce que ces espèces d'empaffés mettent le Firefly Funhouse match de l'année dernière en 5ème place des pires matchs de l'année. Et là je me dis, ah, donc on n'est pas d'accord. Mais oui, non, je regarde et je regarde par curiosité, parce que généralement, c'est vraiment le magazine qui dit AEW et New Japan, c'est vraiment génial. Mais voilà, je suis curieux. Gulliver Channel me dit bien le bonjour, Lynx. Il y a quelques semaines, Apollo demandait des conseils à Roman Reigns et son heel turn a été confirmé après ça. Penses-tu qu'il y a une chance pour que Apollo finisse par faire partie de la faction de Reigns? Non, je pense qu'il a pris ce côté sers-toi de ta culture pour affirmer qui tu es. Et pourquoi pas qu'il gagne le titre intercontinental et que les Usos, une fois réunis, gagnent les titres par équipe et qu'on se retrouve avec la faction Head of the Table qui domine tous les teams masculins de SmackDown. Perso, je trouverais ça très très chouette. Je pense pas qu'Apollo Crews ait besoin de faire partie de cette faction. Non, je suis pas d'accord. J'aime bien le fait que les conseils de Roman Reigns font que les gens deviennent heel, mais la faction de Roman Reigns, c'est SmackDown, c'est la WWE. Il est à la tête de la WWE. C'est ça qu'il veut dire quand il dit Head of the Table, c'est la table d'une façon générale. Donc, il n'y a pas besoin de s'entourer il n'y a pas besoin d'Apollo Crews, quoi. El Idolo Gomez, merci pour le rappel. Je l'aurais fait de toute façon. Ah putain, il est long ce message. El Idolo Gomez.
Pour toi, les mots que Reigns a chuchotés à Edge il y a une semaine, ils savent où ils vont, ou bien on est dans un de ces cas made in WWE, ou juste ils verront bien quand ils devront revenir dessus. D'un côté, on les connaît, ça risque d'être la deuxième option, mais de l'autre, de grandes chances que ça vienne de Reigns et que ce dernier sait très probablement où il va dans ce genre de cas, je pense. Je pense qu'on en a rien à foutre de ce qu'il lui a dit. Je pense que... c'est ni l'un ni l'autre. Je pense que tu accordes beaucoup trop d'importance à quels ont été ces mots. Peut-être qu'on va y revenir un jour, je ne serais pas surpris qu'on n'y revienne pas, parce que pour moi, ça n'avait pas d'importance. Pour moi, ils s'étaient dit tout ce qu'ils avaient à se dire, et du coup, ils ne pouvaient pas ajouter grand-chose. Donc, je pense que là, c'est ni l'un ni l'autre, en l'occurrence. Pablo DBST me dit « Coucou Lynx, pour Cruz, il faut se demander si ses origines ont fait de lui un heel, ou si ça rajoute quelque chose à son personnage. Et pour moi, dans mon avis, rien qu'à moi, il approfondit son personnage, et ça, c'est plutôt cool. Smiley qui rigole, ou très très chouette. » Oui, c'est aussi mon point de vue. Maintenant... c'est la WWE, je serais très naïf de pas me méfier un tout petit peu. Sam B95-130 me dit « Salut Lynx, personnellement j'aime bien Reginald. » Ah là 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 là, bah écoute, tant mieux. Mais je trouve qu'il mérite beaucoup mieux qu'être lié à la division féminine de SmackDown. Il aurait pu avoir le rôle de Apollo. Oh, j'ai l'impression que pour Apollo c'est trop tard. Oh mais cette insulte, cette insulte! Reginald, c'est pas un catcheur, c'est un acrobate. Tu viens de dire que Reginald mérite le spot d'Apollo Crews, qui est un catcheur, plus qu'Apollo Crews. Aïe. Aïe. Ah, c'est pas bien. Ah, c'est pas bien de dire ça. C'est pas qu'il mérite mieux qu'être lié à la division féminine, c'est que juste... il mérite rien. Reginald, il mérite... c'est pas un catcheur. C'est pas un catcheur. Donc, c'est bien qu'il ait un rôle. Ce serait mieux qu'il soit son rôle, et que son rôle soit pas à chier et fasse pas de l'ombre à la division féminine. Qu'il ait un rôle, que c'est son rôle. Walk into the Gear me dit bonsoir. Je vais raconter ce qui va se passer entre Carmella Banks et Belair. Ben, déjà, t'inclus Carmella là-dedans, et je trouve ça audacieux. Carmella va disparaître jusqu'à WrestleMania. Je retire. Et Banks va gagner. Voilà, vache. Va gagner contre Belair sur une intervention de Reginald. Ouais. Revanche à Money in the Bank, sauf que Carmella va gagner la mallette. Bon, oh putain, Brock Lesnar style. Et durant le match, revanche Belair contre Banks. Reginald va commencer par... Attends. Durant le match revanche Belair contre Banks, d'accord. Reginald va commencer par aider Sasha Banks, puis la trahir, et encaissement de Carmella, car tout est prévu. Ou pire, c'est carrément Reginald qui gagne la mallette et la donne à Carmella. Non, ils vont pas refaire une Jess Ellsworth, c'est pas possible. Ils l'ont déjà fait. Ah, c'est ce que j'ai dit l'autre fois. Non mais ils l'ont déjà fait et tous les fans ont chié dessus. Ils vont pas le refaire. J'y crois pas une seconde. BGGO 666 me dit Hello Zelda, j'aime l'humour, mais cette blague est très fraîche. J'espère que ta jauge de bonheur transperce le ciel en ce moment même. Non. Par rapport à Apollo Crew, c'est très drôle à dire. J'ai peut-être une interprétation. Apollo a tellement été témoin d'inégalité et d'injustice qu'il a envie de changer l'histoire. Il pense que les Américains sont trop arrogants et se pensent meilleurs et puissants, et du coup, je vois une alchimie entre ceux pris... Waouh, entre ceux pris pour faibles qui vont mettre ceux qui se prennent fort à leur place. Mais qu'est-ce que tu racontes? Ça n'a rien à voir avec ce qu'a raconté Apollo Crews. Je suis désolé, t'es complètement hors sujet. Et hors sujet limite raciste. Genre, il dit qu'il vient d'une lignée royale. Qu'est-ce que ça a à voir avec les Américains? C'est pas... ouais, moi, dans mon pays, wow, pas d'accent. D'accord, mon cœur. Bref, non. Alors, mais non, non et rien à voir. Mais rien à voir. KJBJBK 13800 me dit Hello Lynx, what's up? Quitte à te le demander, disons-le dans toutes les langues. Bryan et Edge a l'air d'être pas mal teasés. Penses-tu qu'ils auront à l'avenir un match à contre 1 pour le titre dans l'année? Aussi, je voudrais ton avis sur Reginald. Tu trouves que j'ai pas été suffisamment clair sur mon avis sur Reginald? Je pense que tout ce qu'il fait est pour faire en sorte de mettre Carmella dans les meilleures conditions d'affronter la championne. Si c'est ça, c'est très merdique, parce qu'ils ont eu un segment juste tous les deux, et Reginald avait l'air de pas être... ils avaient pas l'air sur la même longueur d'onde du tout. Donc ça marche pas. C'est pour cela qu'il essaye de mettre Sacha dans sa poche. Je le vois que... Mais ça marche pas, Sacha Banks le déteste. Pardon. Je le vois comme ça. Et toi, GG infini pour tes lives. Merci beaucoup à toi. Ça va, rien qui marche. Rien. On va pas du tout dans ce sens-là.
Je veux dire, si on n'avait jamais eu de segment Reginald Sasha Banks, Reginald Carmella, je te dirais peut-être. Si on avait eu un segment Reginald Carmella ou Reginald dit à Carmella, ne t'en fais pas, ne t'en fais pas, tout est sous contrôle, je t'aurais dit, sans doute. Là, on a eu un segment où Reginald dit « Ah oui, je suis désolé, je suis désolé. » Donc là, j'ai envie de te dire non. et en plus, il n'arrive pas à se mettre Carmella dans la poche, Sasha Banks dans la poche, même pas une microseconde. Ça ne marche pas. Rien ne marche. Reginald, c'est pas bien. Ça ne fonctionne pas. BGGod666 me dit... je crois que j'ai répondu à toutes tes questions. Ah oui, non, pardon, et Brian est contre Edge. Je crois qu'on se dirige vers un triple menace à WrestleMania. BGGod666 me dit, deuxième question, je suis riche en cloche. On est fort en pomme. BGG, imaginons Reigns finit par perdre son titre soit contre Bryan ou Edge. Penses-tu que le fait qu'il ne soit plus champion le diminuerait ou au contraire de le voir en rage, blessé dans son ego et prêt à tout détruire pour reprendre son titre, le rendrait encore plus prestigieux? Plein de bonheur à toi. Smiley qui est très fier de porter une grosse dizaine de bavoirs. J'attends de voir. Roman Reigns fonctionne très bien en ce moment, quoi qu'il fasse, donc j'attends de voir. C'est-à-dire que je pense que qu'il perde ou qu'il garde la ceinture, il est capable de rebondir, mais je le vois plus garder la ceinture. Jack Blaze 3107 me dit « Salut Lynx, pour commencer, comment vas-tu? Ça va très bien, merci. Nous, on pense fort à toi avec du chorizo devant le live. » Mangez pas de chorizo, ça tue des cochons. Peux-tu me dire ce que tu penses des Dirty Dogs? Bon, je pense que c'est de la merde. Hein. Je pense que depuis le début, c'est une équipe qui tient avec des ficelles et qui veut rien dire. Et là, depuis qu'ils sont champions, ils n'ont pas eu un seul match. Enfin, la division par équipe du roster principal de la WWE, c'est une catastrophe. Et cette équipe est assez symptomatique du traitement de cette division. Et Virxork me dit, s'il y a un triple menace Bryan Reigns Edge à Mania, je pense que ça spoil une victoire de Reigns car il est inconcevable qu'ils prennent le tombé dans un match à 3 et une victoire d'Edge ou Bryan sans faire le tombé sur Reigns serait dommage. Je pense pas que ça spoil quoi que ce soit parce que je me dis dans un match à 3, tu peux faire un changement de titre sans que Roman Reigns se prenne de tombé. Donc au contraire. Au contraire. Roman Reigns contre Edge, ça, c'est Roman Reigns qui gagne. Roman Reigns contre Edge contre Daniel Bryan. Il y a un moyen de s'en sortir. La bise et soyez doux. Hein?